Nous abordons dans ce cours la cybersécurité industrielle. Ce cours est élaboré sur la référence de l'ANSSI, guide pour une formation pour la cybersécurité des systèmes industriels, et nous sommes dans la première partie, concepts principaux de sécurité des systèmes d'information à destination des automaticiens. Nous aborderons les grands principes de déploiement d'un projet de cybersécurité. Pour cela, nous allons voir dans un premier temps les grands domaines de publication de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Nous parlerons ensuite des étapes de déploiement d'un projet de cybersécurité et nous évoquerons quelques grands principes de la cybersécurité. Ce cours comprend deux grandes parties. Tout d'abord, les différentes phases d'un projet de cybersécurité. Nous balayerons les éléments de spécification, de conception, d'intégration, de test, transfert et exploitation. Puis nous présenterons trois grands principes de la cybersécurité: l'analyse de risque, la défense en profondeur, la politique de sécurité du système d'information. Pour chacun de ces éléments, nous référerons à l'un des guides de l'ANSSI. Il s'agit plus, au cours de cette présentation, d'en comprendre les éléments de concept, et nous laisserons dans d'autres types de formations le soin d'aller en profondeur sur l'ensemble de ces éléments. On verra tout au cours de cette présentation qu'un ensemble de documents et de chartes peuvent être utilisés, comme le SMSI, Système de management de la sécurité de l'information, les chartes utilisateurs, administrateurs, prestataires, auditeurs, mais également les plans de continuité d'activité ou les plans de reprise d'activité, qui seront autant d'éléments qui constituent l'ensemble de ce que l'on appelle la cybersécurité des systèmes d'information. L'ANSSI publie des guides dans des grands domaines. Nous allons en parcourir 7. Tout d'abord, les principales menaces, des guides sur la déstabilisation, l'espionnage, le sabotage, la cybercriminalité et l'analyse de la menace. Les précautions élémentaires que tout à chacun devrait pouvoir mettre en place, comme cybervigilant, les 10 règles de base, les 8 réflexes pour l'email ou la bonne navigation web. Mais également des guides sur la réglementation, comme la protection des OIV, opérateurs d'importance vitale, les directives pour les réseaux et les systèmes d'information, la RGPD pour les données personnelles, la confiance numérique, la réglementation technique, la cryptographie, le Cybersecurity Act et la détection. Quatrième domaine porte sur les visas de sécurité, où seront distingués d'une part la qualification et d'autre part la certification des systèmes d'information et de leur cybersécurité. Un domaine pour les bonnes pratiques, où l'on parlera de bonnes pratiques en cryptographie, sur les postes de travail et leur gestion, les réseaux sans fil, les réseaux, les applications web, l'externalisation, la vidéoprojection, les systèmes industriels, les technologies sans contact, et également bonnes pratiques en termes de méthodologie. Sixième domaine porte sur la formation. L'ANSSI recense au niveau national les formations à la cybersécurité, soit en termes de sensibilisation CyberEdu, soit en termes d'approfondissement SecNumEdu. La formation que vous avez aujourd'hui est relative à SecNumEdu-FC pour formation continue. Enfin, l'ANSSI édite des guides sur le management de risque et notamment la méthode EBIOS que nous allons évoquer par la suite de ce cours. Les différentes phases d'un projet de cybersécurité sont décrites en profondeur et avec détail dans le guide d'intégration de la sécurité des systèmes d'information dans les projets GISSIP. Vous retrouverez ici la référence de ce guide noté en bas de cette présentation. Ce guide porte un projet de cybersécurité autour de 6 étapes. Tout d'abord, l'étude d'opportunité, qui va en particulier permettre de définir le niveau de cybersécurité à atteindre. Puis l'étude de faisabilité, qui prendra à la fois les aspects techniques, organisationnels, mais également financiers. Viendra ensuite la conception générale en étape 3, suivie de la conception détaillée, la réalisation, mise en œuvre, puis enfin, en sixième étape, l'exploitation. Un point essentiel pour un projet de cybersécurité est de savoir quel est le niveau d'intégration de la sécurité des systèmes d'information et les enjeux de sécurité qui sont attendus par l'entreprise ou l'industrie. L'ANSSI distingue 6 niveaux différents. Tout d'abord, le niveau 0, pour lequel il n'y a pas de mise en œuvre
nécessaires. Le niveau 1, lui, repose sur une mise en œuvre informelle, c'est-à-dire que l'on va éditer des pratiques de base, en particulier celles que l'on retrouvera dans le cadre de l'hygiène numérique. Le niveau 2 porte sur la sécurité des systèmes d'information planifiés et suivis. On aura donc une mise en œuvre, un suivi et la vérification de cette mise en œuvre. Pour le niveau 3, la SSI est définie, c'est-à-dire qu'elle est formalisée, des processus sont définis et surtout l'on coordonne les pratiques des différents intervenants et utilisateurs. Pour le niveau 4, la SSI est contrôlée qualitativement, c'est-à-dire que l'on définit des buts mesurables à la cybersécurité et que l'on a une gestion objective de la performance de la cybersécurité. Le niveau 5 n'est autre que le niveau 4, si ce n'est qu'une amélioration continue va permettre en permanence d'améliorer la capacité organisationnelle et d'améliorer l'efficacité du processus et des indicateurs de performance à atteindre. Le guide édité par l'ANSSI va définir chacune des étapes suivant un synoptique que l'on retrouvera sous la forme suivante. Prenons ici l'étape numéro 1, étude d'opportunité. On va donc retrouver d'abord l'objectif de cette étape. Ici, il s'agit de déterminer le niveau de maturité de la sécurité des systèmes d'information qui sera nécessaire. Le niveau, nous l'avons vu précédemment, va du niveau 0 au niveau 5. En préalable, nous avons besoin d'identifier comment s'organise le projet, son directeur, ainsi que l'autorité d'homologation qui peut être interne ou externe à l'entreprise. La description de cette étape, ici il s'agit de faire l'analyse des enjeux de sécurité, les risques SSI, les éléments de réglementation qui s'imposent dans l'entreprise et également les contraintes générales. Le livrable de cette étape, c'est une note d'orientation de la sécurité des systèmes d'information avec une analyse des enjeux de sécurité et la proposition d'un niveau de maturité. Pour ce faire, les auditeurs pourront se référer au guide ANSSI Maturité de la SSI et élaboration du schéma directeur SSI, SD, SSI de l'entreprise. Ainsi, l'étape se comporte en termes de synthèse pour différents acteurs, l'autorité d'homologation qui valide, les représentants métiers qui participent et la maîtrise d'ouvrage qui peut être confiée par exemple à la direction des systèmes d'information ou au responsable de la sécurité des systèmes d'information qui élabore. Ceux-ci élaborent la note d'information en utilisant le guide de maturité et le SDSSI de l'entreprise. La deuxième étape est l'étude de faisabilité. Cette étude de faisabilité ne concerne que les niveaux 3 à 5, parce que pour les niveaux 0 à 2, eh bien, nous avons soit l'absence de cybersécurité, soit l'utilisation de pratiques de base. L'objectif de cette étape 2 est donc de formaliser la stratégie de sécurité de l'entreprise. Pour cela, nous reprendrons de l'étape 1 la note d'orientation de la sécurité du système d'information et nous ferons une étude de contexte, l'analyse des besoins en sécurité et l'analyse des menaces. Le livrable de cette étape est une note de stratégie de sécurité et notamment l'élaboration de la politique de sécurité du système d'information. Pour cela, on utilisera des méthodes de gestion des risques comme EBIOS et on utilisera le guide d'élaboration de la PSSI. Nous retrouvons autour de la table les mêmes participants, l'autorité d'homologation qui valide, les représentants métiers qui participent et la maîtrise d'ouvrage qui élabore pour définir la note de stratégie de la sécurité du système d'information. Vous l'avez compris, le guide de l'ANSSI va détailler chacune des étapes suivant une méthodologie synoptique relative aux deux premières que nous avons pu parcourir. Il ne s'agit pas dans ce cours de revenir sur l'ensemble de ces différentes étapes en détail, mais plutôt d'appréhender l'ensemble du cheminement qui conduit au déploiement d'un projet de cybersécurité. Nous avons donc vu dans un premier temps l'étude d'opportunité. Nous avons dans un deuxième temps l'étude de faisabilité, qui ne concerne que les niveaux 3 à 5, étude de contexte, expression du besoin de la sécurité du système d'information, étude des menaces. Puis en étape 3, la conception générale, qui ne concerne pas le niveau 1, puisque ce sont des simples bonnes pratiques d'hygiène numérique,
mais qui vont simplement faire un inventaire de pratique de la sécurité du système d'information pour le niveau 2, ou qui vont porter sur l'identification des objectifs de sécurité sur le niveau 3 à 5. L'étape 4, conception détaillée, c'est une revue des choix pratiques pour le niveau 2, c'est affiner l'étude de sécurité et formaliser les règles de sécurité pour le niveau 3, mais c'est également l'élaboration d'un tableau de bord de la sécurité des systèmes d'information, TBSSI, qui va définir les mesures objectives à atteindre en termes de cybersécurité. Le niveau 5, c'est la réalisation. Réalisation pour les niveaux 1 et 2, c'est la simple mise en œuvre des pratiques quotidiennes et courantes de la sécurité des systèmes d'information. Pour le niveau 3, nous allons affiner la gestion des risques et documenter l'ensemble des règles à tenir en termes de sécurité. Nous aurons des cahiers de recettes, de tests et d'audits lorsqu'il y a effectivement un prestataire de service ou lorsqu'il y a une sous-traitance. Pour le niveau 4 à 5, nous aurons dans cette étape l'alimentation effective du tableau de bord de sécurité des systèmes d'information. Enfin, le niveau 6 d'exploitation va conduire à l'homologation pour tous les niveaux, avec un accompagnement et une mise en œuvre de la SSI pour les niveaux 2. On ajoutera la tenue à jour des gestions de risque pour le niveau 3. On ajoutera l'alimentation des données du tableau de bord de la sécurité du système d'information pour le niveau 4. Et nous aurons aussi la révision régulière des documents d'application pour le niveau 5. Comme on a pu le voir précédemment, un projet de cybersécurité nécessite de pouvoir maîtriser une analyse des risques. Nous évoquons ici simplement deux méthodes, l'approche EBIOS qui est recommandée par l'ANSSI ou l'ISO 27001 qui est fortement similaire. EBIOS, expression des besoins et identification des objectifs de sécurité, est une méthode de gestion des risques déployée par l'ANSSI. L'ISO 27005 définit les lignes directrices relatives à la gestion des risques. Elle n'a pas de méthodologie spécifique et elle dérive très fortement de la méthode EBIOS grâce à une importante application de l'ANSSI dans sa définition. De manière générale, qu'est-ce qu'un risque? Un risque, c'est la possibilité qu'une menace donnée exploite une vulnérabilité d'un actif, c'est-à-dire d'un composant, d'un groupe d'actifs, et donc nuise à l'organisation. On a trois éléments, la menace, la vulnérabilité et la conséquence. On peut avoir des menaces pour un système qui n'est pas vulnérable, donc il n'y aura pas de risque, mais on peut aussi avoir un système qui est vulnérable, mais qui n'a pas de menace, il n'y a donc pas de risque. Le risque est mesuré par la combinaison de la vraisemblance d'un événement et de ses conséquences. Comme on l'a vu, donc, le risque est le produit de la menace par la vulnérabilité. La menace a un élément d'origine et un élément de méthode d'attaque. Enfin, le niveau de risque que l'on pourra définir, c'est le résultat du risque par sa probabilité d'occurrence, par la valeur de l'impact qu'il peut avoir. La formation à la méthode EBIOS peut prendre plusieurs jours. Il s'agit pour nous de regarder simplement quelques éléments de principe de cette méthode. Cette méthode comporte ici 5 étapes essentielles. La première est de définir l'ensemble du contexte d'application de l'analyse de risque. Pourquoi et comment gérer le risque? Quel est le sujet même de l'étude? On aura ensuite à analyser les événements redoutés. Quels sont tous les événements que l'on peut craindre et quels sont parmi ceux-là les plus graves? Et nous aurons à étudier les scénarios de menace. Quels sont tous les scénarios possibles et quels sont donc parmi ceux-là les plus vraisemblables? Par exemple, on pourra considérer que l'introduction d'une clé USB avec un ver ou un virus peut être un élément vraisemblable, alors que la possibilité de hacker un mot de passe administrateur est un élément peu vraisemblable dans l'entreprise. Ensuite, la méthode consiste à porter l'analyse du risque. Quelle est la cartographie des risques pour notre système et comment va-t-on choisir de les traiter? Une fois que ces risques sont bien identifiés et classés par niveau, il s'agit enfin d'analyser et de mettre en place des mesures de sécurité.
Quelles mesures devrait-on appliquer? Et y a-t-il des risques résiduels et sont-ils encore acceptables pour l'entreprise? Des outils peuvent soutenir cette approche d'analyse de risque. Je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube l'outil Agile Risque que vous retrouverez sur cette URL. Cet outil va vous permettre de définir le cadre et le socle de sécurité, d'abord en identifiant les événements redoutés. Il vous permettra d'identifier les sources de risque ainsi que les objectifs qui sont ciblés. Vous évaluerez ces sources en définissant les objectifs, vous ferez la synthèse de vos différentes données, vous allez réaliser des scénarios stratégiques qui permettent de mettre en œuvre ces menaces, d'identifier les parties prenantes impliquées, s'il s'agit d'une attaque directe, de pouvoir détailler un schéma d'attaque avec un scénario opérationnel, d'ajouter des actions élémentaires, d'utiliser celles qui sont présentes dans votre propre base, de les enrichir. À partir de là, lorsque le scénario opérationnel est défini, d'identifier les chemins d'attaque, de cocher la vraisemblance pour chacune des actions élémentaires de ce chemin d'attaque, de visualiser les actions les plus critiques, et enfin de synthétiser tous les risques avec leur niveau de gravité et vraisemblance. Par exemple, dans cette illustration, une zone bleue pour laquelle les risques sont de faible niveau, il n'y aura sans doute pas de mesures de cybersécurité à mettre en place, et une autre zone de niveau élevé de risque pour lesquelles des mesures de cybersécurité à travers un projet pourraient être mises en place. Deuxième élément en termes de grands principes, c'est le concept de la défense en profondeur. Là encore, je vous invite à retrouver le guide de l'ANSSI pour avoir une présentation bien plus détaillée que ce que je vais donner ici. La défense en profondeur repose sur 5 étapes. Tout d'abord, il s'agit de déterminer les biens et les objectifs de sécurité, par exemple en utilisant, comme nous l'avons vu précédemment, la méthode d'analyse de risque et BIOS. Il s'agit ensuite de définir une architecture générale de système, mais à la fois sur les domaines de l'organisation, sur le domaine des technologies et de leur exploitation par l'ensemble des procédures à mettre en œuvre. Par exemple, il ne sert à rien d'utiliser un système de mot de passe extrêmement durci si personne ne ferme son compte après utilisation de sa machine. L'élaboration de la politique de défense, c'est d'abord une défense globale et coordonnée. C'est détecter les tentatives d'attaque, de corréler l'ensemble des événements, aussi bien détectés au niveau de la direction des systèmes d'information qu'au niveau d'un simple utilisateur. Et à partir de là, de mettre en œuvre une chaîne d'alerte. Mais une politique de défense est également une planification des reconfigurations, des plans de réaction de type plan de continuité d'activité, voire plan de reprise d'activité. Une défense en profondeur, c'est aussi une qualification. Deux approches sont préconisées par le guide, une approche qualitative de type ISO 15408 ou une approche démonstrative pour laquelle on aura l'analyse de scénario et l'analyse de défense. Enfin, la défense en profondeur, c'est une amélioration continue parce qu'il faut évaluer de manière permanente et périodique l'ensemble de ses constituantes. Toute entreprise ou organisation qui s'intéresse à la cybersécurité aura à définir sa politique de sécurité des systèmes d'information. Là encore, vous retrouverez un guide élaboré par l'ANSSI qui va vous permettre de comprendre en détail comment peut être élaborée une PSSI. 5 atouts de la méthode d'élaboration d'une PSSI. D'abord, c'est une démarche basée sur l'évaluation des risques. Là encore, l'ANSSI préconise l'utilisation de la méthode EBIOS. Ensuite, c'est une organisation sous forme de projet. Il y a un chef de projet, des groupes de travail, des ressources, calendrier et livrables, comme on l'a vu dans le cadre d'un déploiement de projets de cybersécurité. C'est une méthode qui repose sur une méthodologie. Il y a une démarche globale et 4 phases associées à cette démarche. C'est une méthode qui parle d'un référentiel des principes de sécurité. 3 grands axes,
16 domaines pour ce référentiel, 160 principes peuvent être parcourus pour pouvoir, de manière systémique, faire l'élaboration de la politique de la sécurité du système d'information. Enfin, cette méthode repose sur un ensemble de références, comme les cadres de réflexion de l'OCDE, de l'ENSI, des codes éthiques, des guides méthodologiques, etc. L'élaboration d'une PSSI repose sur une méthodologie. Celle-ci comprend 4 étapes. Tout d'abord, une analyse préalable. Il s'agit ici de partir du référentiel de l'organisme et d'aboutir à une note de cadrage pour cette politique de sécurité des systèmes d'information. Il s'agira ensuite de définir la stratégie adoptée. On va faire l'analyse des risques pour la sécurité du système d'information et on définira une note stratégique avec, entre autres, les éléments techniques, mais également de réglementation, de besoins, de menaces ou d'attaques. Viendra ensuite la phase de principes et de règles, où l'on pourra éditer un ensemble de règles de sécurité, mais associer à chacune de ces règles les impacts organisationnels et les impacts financiers. Enfin viendra l'étape de finalisation, qui aura pour but d'écrire effectivement la politique de sécurité du système d'information et d'écrire également l'ensemble des plans d'action à mettre en œuvre. Nous l'avons vu, un point essentiel pour l'écriture de la PSSI, c'est de pouvoir élaborer des règles. Le guide de l'ENSI va pouvoir parcourir 160 règles dans 16 domaines, suivant 3 grands axes. Tout d'abord, les principes organisationnels. Il s'agit donc de décrire la politique de sécurité, l'organisation de la sécurité, de décrire la gestion des risques et de décrire les éléments de sécurité et de cycle de vie des composants et logiciels. Dans l'organisation, on comprendra également les éléments d'assurance et de certification. Le deuxième grand champ est celui des principes de mise en œuvre. En tenant compte des aspects humains, rien ne sert d'avoir des mots de passe extrêmement durcis si les opérateurs ne se déloguent pas à la fin de leur session. Mais c'est également des éléments de planification de la continuité des activités, voire PCA ou PRA, la gestion des incidents, la sensibilisation et la formation, surtout des nouveaux entrants, l'exploitation, ainsi que le lancement des aspects physiques et environnementaux. Par exemple, on recommande souvent de mettre les serveurs de données dans des pièces et des locaux bien fermés. Viendront ensuite les principes techniques, pour lesquels on parlera d'identification et d'authentification, de contrôle d'accès logique, de journalisation des événements, d'infrastructures de gestion des clés et cryptographiques, et enfin de gestion des signaux compromettants. En parcourant de manière systémique les 160 référentiels de ce principe de sécurité, on pourra a priori s'assurer, référence par référence, que celle-ci a une utilité pour sa propre politique de sécurité des systèmes d'information. Le référentiel des principes de sécurité comporte 160 références. Nous voulons montrer ici quel est le niveau de détail que l'on peut retrouver dans ce guide. Nous n'allons pas le parcourir dans son intégralité. Nous sommes au chapitre Principes de mise en œuvre, chapitre 10, Exploitation. Le chapitre Exploitation va comporter 25 fiches, qui sont aussi diverses que le développement, la maintenance, la prestation extérieure, le code antiviral ou encore la messagerie. Si nous ouvrons le chapitre sur la messagerie, nous retrouverons un ensemble de critères portant sur la protection et l'utilisation de la messagerie. Le guide donne ainsi une liste de mesures qui visent à lutter contre la propagation et l'exécution de codes malveillants, contre l'interception des informations, contre le spamming ou la désinformation, contre la publication d'informations illégales, diffamatoires ou de harcèlement,
mais également sur la conservation de preuves et d'échanges électroniques, sur l'authentification, sur l'utilisation de la messagerie depuis l'extérieur de l'organisme ou la surcharge du système de messagerie. Pour la mise en œuvre effective du PSSI, chacun peut aller se référer à ces principes de sécurité et chercher parmi ceux-ci ceux qui correspondent au mieux aux principes à mettre en œuvre dans son entreprise ou son industrie. Pour aller plus loin, l'ANSSI publie un ensemble de guides et méthodologies qui vont porter sur le SMSI, Système de Management de la Sécurité de l'Information, sur différentes chartes que l'on pourra parcourir pour l'utilisateur, l'administrateur, le prestataire, mais également sur l'élaboration des plans de continuité d'activité ou encore les plans de reprise d'activité. Nous arrêterons là sur ce chapitre déploiement d'un projet de cybersécurité.